Bonjour à tous, épisode 17 qui nous amène en Corée, dans la campagne coréenne, avec Na Hong-jin, réalisateur très talentueux, qui nous présente The Strangers, film sorti le 6 juillet 2016, avec Kwak Do-won, Hwang Jeomin et Chun Woo-hee. On les connaît tous, c'est vraiment nos acteurs favoris. Pour le coup, par contre, ils sont vraiment très bons, ceci dit. Euh, oui, mais ça, c'est parce que on ne connaît pas assez les noms des acteurs coréens. Et non, les Asiatiques ne se ressemblent pas tous, ok? Arrêtez d'être raciste comme ça. Même si je prends mes auditeurs là où on peut les prendre, hein. Bref, The Strangers, qui nous présente la vie d'un village coréen en plein milieu d'une série de meurtres sauvages qu'un policier relativement incompétent va petit à petit relier à la présence d'un vieil étranger, un vieux japonais qui vit en ermite un petit peu plus loin dans les bois. Un thriller qui tourne autour du surnaturel et c'est vraiment, vraiment un très bon film. J'ai pu en parler avec Arnaud et je vous laisse écouter tout ça. Bon épisode. Quand tu revois le Prestige et que tu te rends compte que chaque dialogue est extrêmement fin par rapport à la fin du film justement. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça dans celui-ci. Là, il y a certains trucs, on en reparlera après un peu plus précisément, quoi, mais je crois que j'ai quelques questions à te poser parce que j'ai pas tout saisi. Alors c'est marrant parce que je l'ai vu avec un pote et il m'a dit j'ai rien compris. Ah non, c'est pas j'ai rien compris, Alors, il y a certains trucs que je trouve un peu étranges. alors clairement il est un peu exagéré parce que on en a parlé après, mais c'est vrai que c'est un petit peu la fin clairement qui présente des twists, il faut le dire. Ouais, Moi je l'ai trouvé ça super prenant d'ailleurs. Enfin moi j'étais moi aussi, totalement moi aussi. pris dans ces twists là. J'étais là genre vraiment comme un petit, comme Mais un gosse qui faisait tout le oh, film non. est assez haletant, quoi. Oui, ah ouais, complètement. Moi alors il dure 2h36 ce film. Ouais. Et je n'ai pas passé une seule seconde à me dire je peux m'embêter. J'étais vraiment, mais vraiment totalement pris par ce film. Du début à la fin, aussi bien dans son esthétique que dans sa façon de me décrire son histoire. Et Il c'était y a, vraiment super. Ça m'a d'abord beaucoup surpris, en fait. À quel niveau? Parce que je sais pas si t'avais vu ces deux premiers films, The Chaser et The Murderer. Oui, et ben justement, on m'a rappelé que c'était lui qui avait fait The Chaser. Et d'ailleurs, il y a encore ce thème de, tu sais, la petite fille bon là qui est kidnappée dans The Chaser, mais tu sais, à retrouver et à essayer de regagner en fait, tout simplement. Bon, Ouais, mais ce qui m'a surtout surpris, je crois que c'est au niveau du ton, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes The Chaser et The Murderer, il n'y a pas beaucoup d'humour, quoi. ouais. C'est vraiment quelque chose de. Ce sont des films extrêmement sérieux. Et au vu juste de la bande-annonce et de ce que je savais du film, je m'attendais à ça. Alors au début, j'arrive avec une ambiance très très lourde sur les épaules, en me disant je vais voir la noirceur de l'âme humaine. Ouais. Et en fait, très rapidement, je me rends compte que je suis un peu plus dans Memories of Murder, C'est quoi, de Bong Joon-ho. exactement ce que j'allais dire, ouais. C'est-à-dire que c'est un film policier, mais c'est aussi une comédie, quoi. C'est drôle, c'est assez potache. Tu vois notamment le héros du film, c'est un officier de police qui a peur de son ombre. Oui. Et en fait, pendant très longtemps, quand le film se développe, donc il y a une folie meurtrière qui s'empare de plusieurs personnes dans un village et qui se mettent à tuer tout leur entourage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le policier a peur de fantômes ou tout ça, et dans la première partie du film, il nous montre ses peurs comme étant ridicules et non fondées, quoi. Donc plutôt que d'avoir peur avec lui, en fait, on rigole. Ouais, on se fout de lui. Mais c'est plutôt intelligent parce que justement, on a tendance à prendre ça comme des peurs puériles. Et donc on est très extérieur au final comme n'importe quel citoyen de ce village lambda. Et en fait, quand plus le film avance et plus ces peurs semblent vraiment fondées, bah justement, on a un peu le retour de bâton du film sur nous-mêmes et sur notre façon d'avoir appréhendé cette peur-là avec trop de légèreté en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné,
le genre du film change Ouais. du tout au tout. Et c'est-à-dire, on se marre plus, quoi. Il y a un moment donné où il y a le réalisateur qui dit bon, allez, c'est fini. Vous êtes bien marrés, là, c'est fini. Et là, le film devient un film d'horreur, Ouais. mais qui fait peur, quoi. Ouais. Et c'est ce mélange de genres, c'est un film hybride, en fait, tu vois, qui m'a un peu surpris. C'est-à-dire que si c'était genre Bong Joon-ho, j'aurais pris ça et là vraiment j'étais sur mon siège et au début du film je me demandais si je devais rire ou pas en fait. À plusieurs moments ça me l'a fait quoi, tu vois, et j'ai trouvé ça plutôt réussi quoi, Oui. tu vois. Complètement. Pour le coup, moi, je n'avais même pas lu de synopsis de ce film. J'étais vraiment allé comme une fleur. J'ai juste entendu qu'il était en off à Cannes et c'est tout. Et c'est vrai que bon, tu sais, on a un peu cette habitude dans le cinéma asiatique d'avoir ces espèces de Des changements de ouais, ton, ouais, de changements de ton et et fréquent voilà. dans le cinéma asiatique. Moi, je ouais. me suis dit. Voilà, dès les premières minutes du film, je me suis dit ah ok d'accord, c'est dans le même style que Memories of Murder, mais vraiment totalement presque, parce que voilà, t'as un film policier et en même temps Qui se passe dans la campagne voilà, coréenne, en plus c'est un peu le même décor, tu vois. même décor, même couleur, même photo un peu verte, glauque comme ça, et et avec voilà des personnages qui clairement font rire, sont plus ou moins compétents, etc. Et donc voilà, je me suis dit ah ok, c'est comme je te dis, je me suis rendu compte qu'après avoir vu le film que c'était le réalisateur de The Chaser, donc je me suis dit C'est ça. c'est ce type de film qu'on regarde. Et c'est vrai que arrivé au moment où le personnage principal doit défendre sa fille contre une espèce de possession démoniaque. Et là, le ton du film change complètement. Et on est à 100% derrière ce protagoniste qui d'ailleurs ne rit plus, ne fait plus rire, il n'y a plus aucun gag dans son incompétence. D'ailleurs, tu remarques qu'il n'a presque plus du tout son uniforme de flic, c'est-à-dire qu'il il devient un père. On enlève le policier, tu sais. Et... Mais alors, ce qui est marrant en fait, c'est que je l'accepte complètement et sans m'en rendre compte, le changement de ton. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage qu'on nous a montré. La première scène du film, c'est on l'appelle pour un meurtre. Et on le voit revenir à la maison parce qu'il a pas pris son petit déjeuner plutôt que d'aller travailler quoi. C'est la première chose qu'on sait de ce personnage. Oui, c'est sa belle-mère qui insiste à peine pour qu'il vienne manger. Ouais, c'est ça. C'est la mère qui lui dit mais quand même tu vas manger ton petit déjeuner avant de partir. Et lui qui revient et qui se goinfre et qui est assis à table pendant longtemps en plus avant d'aller au boulot. Et en fait c'est ce personnage qu'on doit prendre au sérieux par la suite quoi. Et je sais pas comment il a fait parce que là il m'a complètement mystifié parce que le changement de registre, il se fait tout naturellement en fait. Se fait naturellement parce que c'est un film qui est extrêmement bien rythmé et il sait placer par exemple les scènes où justement ils vont aller enquêter sur ce fameux japonais et c'est à cause de ça d'ailleurs que se crée en fait toute l'invasion démoniaque de sa vie. Mais c'est aussi grâce à ça que le film devient de moins en moins drôle en fait. Et c'est super bien placé justement dans son début de film parce que justement quand ils y vont une première fois, bon c'est quand même un petit peu violent, mais il reste un petit peu dans nos têtes le petit côté absurde, le petit côté comique avec un ou deux personnages. Et en fait, on a une scène où comment il s'appelle, son collègue lui montre la chaussure de la fille du protagoniste. Et ça c'est la marque. Alors juste pour dire, il la retrouve dans la cabane d'un japonais à moitié clochard mystique, au milieu de symboles religieux et de photos de tous les morts qu'il y a eu dans le village. Tous les morts qu'il y a eu dans ce village. Et à partir de là, en fait, ils se rendent compte que sa fille est ciblée et c'est là que le film change. Et cette scène et la façon de jouer qu'a le collègue arrive à te glacer le sang alors que t'étais plus ou moins en train de rigoler du fait qu'ils étaient en train de se faire attaquer par un chien il y a quelques minutes. Et c'est à partir de là que tout change et que tu regardes un film d'horreur et d'ailleurs je pensais un petit peu forcément à The Conjuring la dernière fois, je me suis dit mon Dieu que c'est mauvais The Conjuring parce que là il faut qu'on en reparle parce que bon, dans une première partie on a un thriller qui a pas vraiment de traces de film d'horreur, ça vient plus tard, mais quand ça devient un film d'horreur, il y a un rapprochement avec The Conjuring dont on a parlé la semaine dernière. Et mais avant de parler de ça, justement, je crois qu'il faut juste un tout petit peu parler de l'histoire de la Corée.
parce que ça Les joue invasions énormément. japonaises, forcément. Et oui, donc c'est un pays qui a été colonisé par le Japon, ensuite envahi par les États-Unis. Il y a eu une guerre entre une guerre qui a divisé la Corée en deux parties, d'un côté communiste et de l'autre capitaliste. Puis la Corée du Sud a été une dictature jusqu'au début des années 90. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avec tous ces mélanges, la Corée culturellement, c'est un pays qui est très divers. C'est-à-dire c'est un pays qui est majoritairement chrétien, mais qui a quand même une forte minorité bouddhiste ou d'autres religions. C'est-à-dire de la culture, on va dire, entre guillemets, païenne, animiste, qui reste de la Corée autochtone, etc. Donc il y a pas mal et de, voilà, et alors culture justement, religieuse. c'est marrant parce que quand on parlait de Conjuring, je te disais que j'aimerais voir un film, en fait, où plutôt que de me lancer dans une religion et de m'expliquer que toutes les racines du mal sont expliquées dans cette religion, qu'on m'explique qu'il y en a plusieurs et que les personnages pourraient hésiter à savoir si c'est vraiment un démon catholique ou hindou, j'avais dit. Mais c'est exactement ce qui se passe ici. Oui. C'est-à-dire que y a une forte imagerie chrétienne dans The Strangers. Oui, puisque le film commence par une citation de l'évangile de Saint-Luc. Et voilà. Effectivement, alors la présence tout de même de l'église chrétienne n'est pas si forte que ça pendant le film, mais elle arrive quand même, à la fin. Il fait équipe avec un curé qui lui sert de traducteur pour parler avec ce japonais, tu vois, donc il y a quand même une imagerie qui est forte, et clairement le japonais mystique que le policier soupçonne d'être à l'origine de tous ces meurtres, clairement lui il est dans des rites chrétiens, quoi, c'est-à-dire avec toutes ces croix, avec ce mâle représenté par le corbeau, par la chèvre noire, tu vois, on est dans une imagerie extrêmement chrétienne. Et ce qu'il y a, c'est que pour contrer ça, et pour essayer de désenvoûter sa fille, le policier, donc le personnage principal, décide de faire appel à un chaman qui, lui, a justement toute l'imagerie à l'opposé, c'est-à-dire que la couleur de la mort est plutôt représentée par le blanc. Il y a cette idée d'abattre des totems dans les rituels pour pouvoir essayer d'exorciser, et il y a une sublime scène d'exorcisme, en fait, où il est mis en parallèle d'un côté le vieux japonais avec toutes ses croix et toute cette symbolique chrétienne autour de lui, et de l'autre côté un chaman qui fait des danses rituelles pour essayer de jeter un mauvais sort sur ce japonais. Voilà, et cette séquence extrêmement longue aussi la fille, c'est une séquence longue, mais où en fait on assiste à un combat de sorciers. C'est un combat, voilà. Et chacun va, avec ses sacrifices de poulet et presque de chèvre, etc., va essayer de balancer le sort qui terrassera l'autre. Et d'ailleurs, le chaman, je le trouve vraiment excellent. Il a un charisme fou. Je voulais presque qu'il y ait un spin-off que sur ce personnage. Parce que, et en plus, il est très efficace. Parce que, contrairement, tu vois, au Warren du Conjuring, lui, il arrive, hop, il balance 3 grains de riz, il sait qu'il y a un démon dans les parages, il te trouve le corbeau dans la sauce soja, et c'est le gars qu'il faut absolument avoir dans ta team. Et c'est ça, c'est-à-dire que même les personnages, en fait, on sent, il y a un vrai syncrétisme, en fait, même religieux, parce que on sent vraiment que d'un côté il y a la peur du diable, et de l'autre il y a la présence des esprits chamaniques, quoi. C'est-à-dire que même les personnages, ça leur pose vraiment pas de problème, notamment le héros, d'aller voir un prêtre pour lui demander de l'aide contre le démon, et puis de ressortir et d'aller voir un chaman, quoi. C'est ce qu'il fait dans le film. Et en fait, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, quoi. Et j'ai l'impression que, bon, aussi ici ça parle énormément donc de l'histoire de la Corée, puisque même l'homme qui est accusé en fait de tous les maux de ce village, c'est un vieux japonais qui ne parle pas le coréen. Et qui vit un peu reclus dans un cabanon, quoi. Mais je trouve ça assez intéressant ce que tu as dit sur le fait qu'effectivement il y ait toute l'imagerie du mal chrétien. Mais je voudrais revenir à ce que je disais sur le fait que moi, c'est vrai que ça ne m'avait pas choqué énormément, la présence, en tout cas, de la religion chrétienne, à part, effectivement, à la fin, où le prêtre, justement, va rencontrer le démon, d'accord ? Et là, tu sens son pouvoir religieux.
d'accord? Mhm. Mais jusque-là, pendant tout le film, la religion chrétienne, c'était juste quelque chose de presque à raison de formalité. C'est-à-dire que c'était le traducteur, tu vois, ou alors c'était justement parce que techniquement c'est le diacre, puis ensuite ils vont voir le prêtre qui est là pour encore une fois lui dire non mais l'église ne peut plus rien faire pour vous et d'être finalement dans quelque chose de très raisonnable comme réponse. Et il y a vraiment qu'à la fin du film où tu sens que en fait c'est une religion aussi. Et je trouve ça intéressant parce que du coup je suis en train de me dire que le protagoniste a plus naturellement et plus naturellement aller demander l'aide d'un chaman, donc on va dire peut-être la religion intrinsèque indigène, tu vois, Mhm. et que l'aide qu'il a eue du christianisme, c'était juste pratique pendant le film en tout cas. Oui, c'est vrai. Et comme tu dis, en même temps, il y a cette présence physique du diable à la fin qui Ouais, est quand même, oui, d'ailleurs. qui est quand même ultra Ouais, flippante, ouais, quoi, et ouais. très. Et qui atteste de quelque chose comme ça. Mais c'est marrant parce qu'en fait, ce mélange qui peut exister, j'ai l'impression que ce mélange en fait entre les religions qui peut exister dans ce film, ça parle aussi un peu du cinéma coréen en général. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le cinéma coréen, c'est un peu un cinéma hybride aussi. Mm. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui est bloqué entre d'un côté les modèles occidentaux et de l'autre côté la culture asiatique, quoi. Mais la structure Et même du film, au final, tu vois, on disait qu'il mélangeait les genres, c'est aussi ça, c'est-à-dire que, tu vois, le film même te dit, bah oui, le cinéma de mon pays, c'est aussi faire une sorte de thriller comique et aussi un film d'horreur pur, tu oui, vois. c'est ça, ce mélange qui, pour le coup, est beaucoup plus présent dans le cinéma asiatique. Jodito, notamment, quand tu regardes des films comme Running on Karma, où il peut changer 3 fois de film dans le Ouais, même dans le long même film, métrage, ouais. quoi, où t'as des choses comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cinéma coréen, c'est pas la première fois, par exemple, que tu vois que c'est un cinéma qui est très empreint de culture chrétienne. Si tu regardes les films de Lee Chang-dong, par exemple, il y a une forte présence des églises chrétiennes également, même avec des films comme J'ai rencontré le diable, par exemple, où il y a Ah quand oui. même la figure du mal qui est quelque chose de très très judéo-chrétien, comme ça, tu vois, qui est présent ici. Et même d'une manière plus large, quand tu regardes le cinéma de Park Chan-wook, comme par exemple, c'est quelqu'un qui est quand même obsédé par l'Occident et par cette représentation de l'art baroque et par ce genre de choses. Et je crois que si le cinéma coréen a autant de succès en fait en Occident, ça vient de là aussi. C'est-à-dire que ce sont des films qui permettent en fait un pont un peu entre ces deux cultures du fait de leur histoire. Et ce film, il représente bien ça, il représente bien ce pont, parce que comme tu dis, en fait, on part sur un thriller classique, construit de manière extrêmement classique, de manière finalement comme un Seven, tu vois, comme un film américain bien ficelé. Ouais. Et en fait, la différence de structure qui va s'opérer ici, c'est que j'ai l'impression déjà que c'est pas un film en 3 actes, mais c'est un film en 4 actes. C'est-à-dire que d'abord, on a une structure classique d'un thriller qui va jusqu'au bout, sauf qu'à l'issue du 3e acte, on nous apprend qu'il y a une 4e chose qui va revenir. Ouais. C'est après, une fois que le prêtre japonais a été traqué en fait par les flics coréens Ouais. qui décident de faire un peu une ratonnade parce Bah qu'ils oui. sont pas sûrs que c'est lui la victime, mais ils vont quand même essayer de le tuer pour empêcher qu'il ne continue à posséder les villageois. Et à partir de là, le film bascule dans l'horreur totale et on a une espèce de 4e acte qui peut paraître étrange parce qu'on n'est pas forcément toujours habitué à voir comme ça un nouveau sursaut dans le Oui, film, oui. qui va nous amener vers autre chose, qui va faire dériver le film encore vers autre chose. C'est d'ailleurs l'un des Et, rares films où, enfin, oui, l'un des rares films où clairement chaque sursaut, chaque acte en plus te fait plaisir parce que tu dis j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Je Mais c'est veux ça, mais absolument voir quelque chose. en même temps, chaque acte nous apporte quelque chose de différent, Ouais. quoi. Et c'est ça qui est assez satisfaisant en fait quand tu regardes le film, quoi. C'est cette surprise. C'est au bout d'un moment, comme je te dis, moi le film il m'a surpris dès les 5 premières minutes en Ouais. fait. Et à partir de là, je sais plus à quoi m'attendre. Et à chaque fois qu'il y a un rebondissement, j'ai l'impression que le film part sur quelque chose de différent et j'ai envie de le suivre en fait.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a des contrastes entre les actes. Ce sera peut-être un petit peu tiré par les cheveux, tu me diras, mais même dans les images, tu sais, le film est ponctué par des plans très très beaux de la nature, en fait, très léchés. De la route sinueuse. Notamment, où vraiment t'as l'impression que ce sont des peintures, en fait. Et quand ça plonge dans la narration normale, voilà, c'est un peu différent, même si les images reste belle, on n'est plus sur quelque chose d'aussi travaillé, d'aussi léché, d'aussi beau en fait, tout simplement. Et là aussi c'est un peu voilà, un hybride dans le film même, parce qu'il pourrait décider de filmer la nature aussi de la même manière dont qu'il filme les êtres humains, tout simplement. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi une cohérence dans ça, parce que la manière dont il filme les scènes de massacre, il y a quand même une esthétisation assez morbide de ces scènes-là, où à chaque fois on sent en fait que les décors ont été extrêmement travaillés. Les décors sont sublimes d'ailleurs dans tout le film, autant dans la manière de les mettre en espace que dans la manière de les remplir de quelque chose en fait. C'est-à-dire que la cabane de ce japonais, elle me donne des cauchemars quoi. C'est tout naturel, bien sûr. Rien n'a été tourné en studio là dans ce film. Et c'est vrai que ça se ressent. T'as vraiment l'impression d'être dans cette campagne coréenne. Du coup, pour revenir simplement faire le parcours un petit peu de cette histoire. Donc voilà, ils vont être à la recherche un petit peu de ce qui provoque ces genres de meurtres dans ce village. Meurtres très étranges parce qu'ils sont accompagnés par des marques chez des marques sur la peau des gens qui commettent ces crimes. Ça a l'air d'être une maladie, alors on sait pas trop. C'est des plaies, ça ressemble à la peste presque. Oui, voilà. Un truc comme ça. On sait pas si c'est quelque chose qui est contagieux, on sait pas d'où ça vient, et donc voilà, là petit à petit s'insère justement le surnaturel, puisqu'on se dit mais ces gens sont marqués par au final quelque chose de supérieur, un démon. C'est comme ça qu'il introduit justement ceci. De là vient le deuxième acte où on se rend compte que la fille du protagoniste est elle-même affligée de ce problème, et donc voilà, on appelle les chamans. On croit comprendre un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, et que c'est donc le japonais, donc le stranger de cette histoire, qui est à l'origine des maux de tout le village. Et que c'est donc le chaman qui jette un sort, mais ça suffit pas à le tuer, puisque on se dit notamment parce que le protagoniste en fait a arrêté le rituel en plein milieu, en tout cas juste avant la fin. Oui, attends, donc juste ce qu'il faut dire, c'est que le chaman essaie d'exorciser le japonais, mais il ne va pas jusqu'au bout, parce que le héros qui a peur pour sa fille décide d'interrompre le rituel. Voilà. Et mais en fait, si tu veux, ce qui est intéressant dans ça aussi, c'est que les raisons pour ces meurtres pendant tout le film, elles sont assez multiples, et au final, on n'a pas non plus de réponse définitive. J'ai même pas l'impression que cette fin où on nous montre le diable, c'est quelque chose qui atteste véritablement de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments, on nous offre même une réponse beaucoup plus concrète, qui revient à plusieurs moments, où on nous dit que ça pourrait être des champignons hallucinogènes qui auraient provoqué ce genre de comportement, quoi. Alors, au tout début, justement, quand on te donne cette possible explication, j'avoue que tu la prends pas vraiment au sérieux. On se dit, non, elle paraît ridicule parce qu'on est dans la partie comique du film. En fait. Mais, c'est ça aussi, même quoi. Quand c'est justement, d'autant plus quand on n'est plus dans la partie comique du film, on se dit non, mais ça c'est la version médiatique, c'est pas vrai. Nous, on sait la vérité, il y a un démon quelque part. Et en fait, je t'avoue qu'arrivé à un certain moment du film, on se dit attends, mais qu'est-ce que j'ai vu dans ce film-là ? Est-ce que j'ai vu vraiment quelque chose de surnaturel ? Est-ce que tout ne peut pas s'expliquer autrement ? Exactement ce que moi je voulais dans The Conjuring, où tu vois, et là ils ont nailé le truc. C'est vraiment parfait, parce que je suis obligé moi-même de me poser cette question, et tout ce film joue sur le thème de la rumeur, de qui a dit quoi, qui a vraiment vu quoi, et qui à tel moment. Et en fait, mais c'est ça, parce que même il y a des rebondissements, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plutôt que le japonais, les personnages se disent que finalement c'est un fantôme
beaucoup plus de tradition asiatique, on va Voilà. dire, qui aurait causé tout ça, et que le japonais aurait juste essayé d'exorciser ce fantôme. Voilà. Et, Et en que fait, le chaman, du coup, a jeté un sort à quelqu'un d'innocent. Et ce qui pouvait très bien rentrer dans C'est ce ça. qu'on nous a présenté. Parce dans que, la narration en tout cas. oui, voilà, puisque le japonais, la première fois qu'on l'a vu, il dit si je vous disais ce que je venais faire ici, vous ne me croiriez pas. Et on se dit, ah merde, mais ça se trouve, c'est un gentil, le mec, depuis le début, et que peut-être qu'il est à la recherche de ce fantôme pour le condamner et retourner dans les enfers. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le héros rencontre donc ce fantôme, et que ce fantôme lui dit que justement, elle essaie de protéger ce flic contre le démon japonais, et que s'il veut que sa fille soit protégée, il ne faut pas qu'il rentre chez lui. Et donc on a un moment en fait où on hésite en même temps que le personnage parce qu'on ne sait pas où est le vrai. Surtout que le chaman l'appelle, pour lui dire de rentrer chez lui. Il lui dit son erreur, puisqu'il lui dit non, j'ai jeté un sort sur un innocent, il faut pas faire confiance au fantôme. Et c'est le pur thème, cette scène en fait c'est le thème du film, c'est-à-dire qui croire. Et on revient à la rumeur certes, le doute de soi par rapport à ce qu'on a vu ou ce qu'on croit comprendre de ce qu'on a vu, mais aussi sur le thème de la religion en fait. Qui croire? Quelle religion on va croire? Le chamanisme, notre culture, on va dire ancestrale, ou celle qui est rajoutée par la religion chrétienne, on sait plus. Mais ce qui se passe en fait, c'est que finalement le personnage décide de ne pas croire le fantôme, de rentrer chez lui, et ce qui provoque sa perte en fait. Ouais. Et parce qu'on se rend compte à la fin que finalement le japonais était bien le démon. Double twist. Mais là, alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris, justement, c'est de ça dont je voulais te parler, c'est que à ce moment-là, on me montre que le chaman était de mise avec le japonais, et du coup, je comprends pas parce que j'ai l'impression que la scène d'exorcisme, c'est vraiment une scène où il lance un mauvais sort contre le japonais, et ensuite on nous dit qu'ils travaillaient tous les deux ensemble, et du coup, il y a quelque chose que je capte pas là. En fait. Alors, si tu te rappelles dans la scène où justement il est censé lui jeter un sort, à l'extérieur de la cabane du japonais, il y avait la femme fantôme. Et du coup, fait, c'est le fantôme qui rend le japonais malade. Parce que, en fait, ce qui se passe dans cette scène, c'est que plus l'exorcisme du chaman avance, plus le japonais commence à se sentir mal. Or, du coup, a posteriori, on se rend compte que c'était plutôt le fantôme qui faisait ça au japonais. Ah, putain, oui, t'as raison. C'est vrai, j'avais complètement oublié. C'est vrai qu'on l'apercevait on dehors l'apercevait de la cabane. en dehors. Et par contre, du coup, en fait, le chaman, il te fait juste un son et lumière à base de gay pride et d'habits arc-en-ciel. Et d'ailleurs, franchement, ces 10 briques, ça vaut le coup, parce que... c'est son et lumière, quoi. C'est le plus du fou, là. Il y a 6 gars avec lui, des gens qui viennent l'éponger, c'est James Brown. Et franchement, et du coup, c'est assez drôle de se dire qu'en fait, tout ça, ça vraiment servi à rien. C'était vraiment que de la poudre aux yeux, puisque au final, il ne ferait jamais rien contre son allié ou certainement son maître, puisque le japonais est vraiment un démon. Puisque le fantôme fait référence à quelque chose et lui dit non mais le chaman fait partie du clan. Bon, c'est vrai que c'est un peu rapide, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en gros voilà, on se rend compte que c'est un des méchants, tout simplement, tout bêtement. Et moi j'ai beaucoup aimé ces doubles twists. Je me suis senti bien floué, je me suis senti trahi par ce personnage du chaman que j'adorais, je te jure. Moi on me propose un film du chaman, je suis fan. Et du coup j'étais et puis voilà, un film qui ne se finit pas en méga happy end, c'est rare, c'est bien. Ouais, pour le coup là on est dans la vraie tradition du film d'horreur, quoi. Complètement. Voilà. Tout simplement, écoute, je pense que... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense que moi, ce film, vraiment, c'est... Vous savez que vous parliez de The Witch. The Witch, encore une fois, que je trouve un bon. Celui-ci, je le trouve juste excellent. C'est-à-dire que... Ouais, moi je crois que je préfère The Witch, mais... Mais moi, celui-ci, il m'a tellement pris aux tripes, ça avance petit à petit, c'est graduel, c'est vraiment super. Et en plus, surtout qu'on prendrait presque un peu les mêmes décisions que ce protagoniste.
aussi con soit-il. Et donc c'est vrai que je trouve Ah, que moi, c'est sympa. j'aurais clairement peur de mon ombre si j'étais dans cette situation. En C'est fait. clair, moi je déménagerais à Séoul et puis ce serait réglé. Vous me faites chier là. Faites tous chier, je vais aller à K-Town. Moi, ce film, je pense que je vais lui donner. Ça va être grave, peut-être, comme note. T'avais donné combien à The Witch, toi? Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait pas fait ensemble, mais The Witch, tu lui aurais donné combien de miam Je sais pas. C'est difficile. 3,5, 4 3,5, quoi. c'est Quelque chose comme ça. exactement. Je vais dire que je lui donne 3,75 miam à The Strangers. Ouais. 3,5 pour moi. 3,5 pour toi, ouais. Donc clairement un bon film, vraiment il faut... Voilà, après il faut se débloquer quand même 2h36 de son temps, mais là ça les vaut. Non mais ça passe tout seul et encore une fois c'est justifié par la narration. Mais vraiment Puisque... je n'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire que... C'est pas une question de longueur, c'est une raison, c'est parce que le récit est riche en fait, c'est que pas le film pour fait 2h36 rajouter, quoi. voilà, c'est pas Thor 2, tu vois, c'est pas... Voilà, bah écoute, merci, super. Allez le voir alors. À bientôt. À bientôt.